Mercredi 19 juillet de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À la suite de l'évaluation du Bénin, de la vision du Bénin 2025 à la FIA, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspective à long terme, la vision 2060 du Bénin. À cet effet, un processus de mise en œuvre est prévu pour une phase de collecte des perceptions, des aspirations pour recueillir auprès de la population son idée sur le Bénin projeté à l'horizon 2060. Plus de précisions avec le président du comité technique de pilotage de la réflexion perspective, Alastair Sena Alisator. Affaire dossier de vol présumé de carburant à la base navale de Cotonou, la deuxième audience du procès s'est tenue hier jeudi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Au total, 14 militaires de la marine béninoise, dont 8 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour abus de fonction, recel de carburant et blanchiment de capitaux. Plus de détails dans ce journal. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'oiseau de Cotonou, a tenu ce jeudi sur la coopération internationale un regard critique et éthique sur sa contribution au développement. À suivre dans ce 19h, le père Raymond Bernard Goudjo, directeur fondateur de l'IAJP, qui évoque le cas de l'Alliance des États du Sahel, AES. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes à 2 semaines de la célébration de la 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour cette édition, tout comme la précédente, c'est la place de l'Amazone qui abritera la cérémonie officielle. Au micro de Quentin Amoussou, Nansérine Fatoumbi et Mario Huerano, quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou, nous décrivent l'ambiance qui règne dans cette ville à quelques jours de la célébration. Suivons ensemble. En 2 semaines, on a fait de l'indépendance. Depuis que Talon est venu, on voit que vraiment le Bénin, à l'approche de la fête de l'indépendance, on voit que, comment dirais-je, on voit des organisations, des fêtes festivals là. Les gens viennent du Nord, viennent visiter. Et, comment dirais-je, ce que Talon fait, il y a la place là où, comment dirais-je, là où on dépose le dépôt des gemmes. Là, c'est qu'il a changé beaucoup de choses. Tout d'abord, Cotonou est devenu déjà une ville attrayante. Il y a des temps où, même déjà à 1 mois ou 2 mois, il y a une effervescence qui se fait sentir. Mais depuis longtemps, on ne sent plus l'effervescence. Il faut dire les choses. La vérité n'a pas 2 mots ou 2 noms. J'ai sillonné la ville, j'ai quitté depuis Sekandi, j'ai pris part à Kwakwa, j'ai traversé le pont. Il y a que avant, à 1 mois déjà, on sent déjà les préparatifs. Ça n'a pas changé, hein. Depuis les anciens régimes, ils essaient d'aménager l'environnement auquel la fête va se célébrer. Seulement, ce qui ne va pas un peu est que avant, nous avons, comment dirais-je, les choses de 1er août que les gens vont au stade de l'amitié, le foire de l'indépendance qui se fait et que tout le monde va pour visiter, surtout en ce temps de vacances, et les gens vont pour aller se procurer un peu de ceux qui n'ont jamais vu, qui se perd au Bénin. Hein, c'est ça là maintenant qui manque un peu pour la fête. Si c'est l'embellissement de la ville, le mairie est à peu d'œuvre, et aussi le comité d'organisation des 16 fêtes est aussi en train de faire ce qu'il peut. Et chaque Béninois, il y a des foires qui s'organisaient. Et on avait les moyens. Moi, j'allais souvent au stade prendre des choses pour dire oui, je suis Béninois, je veux célébrer les couleurs, je vais prendre des choses. Il y a aussi des stands de promotion qui s'ouvrent un peu partout. Quand on a l'argent, on a envie de faire beaucoup de choses. On sent la fête, on est pressé du jour J. Si tu n'es pas prêt, des gens vont t'inviter. Aujourd'hui, personne n'invite personne. Plus de foires, plus rien. Bon, il n'y aura que seulement les cérémonies officielles. C'est ce qu'on constate. Parce qu'on ne sent rien. Il y a même pas, on n'arrive même pas à badigeonner les trottoirs. Il y a plus des années. Moi, je suis né à Cotonou. Il y a plus des années, vous n'allez pas constater qu'on n'arrive même pas à badigeonner les trottoirs pour... Seulement, vous allez constater qu'on met des drapeaux. C'est pas ça. Mais on ne sent rien. Moi, je ne vois rien. À part
l'Amazone là, à part l'Amazone où je suis en train d'implanter le podium festif là, moi je ne vois rien. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'aurais préféré le système que le président Yaïbouni avait utilisé où on déplaçait l'indépendance dans... C'était une fête tournante. Mais le président Talon a dit que c'est un système coûteux. Il a amené ça à la place Amazon. C'est parfaitement qu'on est en fête. Et c'est l'enthousiasme qui nous entoure à chaque fête de l'indépendance entre des talents. C'était à l'instant le constat fait par quelques citoyens de la ville de Cotonou sur la célébration qui approche à grands pas de l'indépendance du Bénin. Le Bénin planifie ce que sera son futur 100 ans après son accession à l'indépendance. À la suite de l'évaluation de la vision Bénin 2025 à la FIA, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspectives à long terme, la vision 2060 du Bénin. Le processus de mise en œuvre de cette nouvelle boussole a prévu une phase de collecte des perceptions et aspirations pour recueillir auprès de la population son idée sur le Bénin projeté à l'horizon 2060. Le directeur de cabinet du ministère de Développement et de la coordination de l'action gouvernementale et président du comité technique de pilotage de la réflexion perspective, Alastair Sena Alisator, a animé une conférence de presse ce jeudi 18 juillet 2024 à la salle de conférence du ministère pour apporter des précisions sur la dite phase de collecte des perceptions et aspirations. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aneldo. En vue de garantir l'approche participative et le caractère inclusif du processus, il est prévu la phase de collecte de perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. 3 mots sont retenus pour cette opération de collecte, à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus group de discussion et interview et une enquête en ligne. En ce qui concerne l'enquête individuelle, elle sera focalisée sur les individus au sein des ménages dans les 77 communes du Bénin et couvre la population majeure âgée de 18 ans et plus sur un échantillonnage aléatoire couvrant toutes les 77 communes pour une taille de 6 320 ménages à raison de 2 individus par ménage féminin et masculin, soit au total 12 640 individus à enquêter. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7 700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion est constitué par un choix raisonné par organisation pour un total de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Au total, pour le focus group, 451 séances de discussion et 52 entretiens individuels seront organisés sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Toutes ces enquêtes sont conduites aussi bien en français que dans nos langues nationales, de sorte à ne laisser personne de côté et couvrent ainsi le potentiel de 123 400 individus contre 1704 en 2000,
lors du processus Bénin 2025 à l'AFIA. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative. En vue d'assurer cette large participation de tous les Béninois, les animateurs de focus et les agents d'enquête ont été sensibilisés sur la nécessité d'écouter attentivement, de façon active, respectueuse et sans préjugés, en valorisant la contribution de chaque Béninois, la neutralité et l'impartialité, la nécessité d'être sensible aux contextes locaux, aux cultures et aux diversités qui façonnent les perspectives de chaque Béninois, l'adoption de la rigueur lors de la transcription des discussions, chaque détail des Béninois pour la construction du Bénin futur compte. À cet effet, toutes les Béninoises et tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur sont exhortés à prendre activement part au processus de collecte des perceptions et aspirations pour faire entendre et enregistrer leurs idées sur le Bénin dont ils rêvent à l'horizon 2060. Cette édition se poursuit. Affaire dossier de vol présumé de carburant à la base navale de Cotonou. La deuxième audience du procès s'est tenue ce jeudi 18 juillet 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'ex-commandant de la base navale de Cotonou et le militaire gestionnaire de carburant de la base ont comparu à nouveau devant les juridictions. Dans cette affaire, 14 militaires de la marine béninoise, dont 8 sous mandat de dépôt, sont poursuivis dans ce même dossier pour abus de fonction, recel de carburant et blanchiment de capitaux. À la barre, ce jeudi, l'ex-commandant de la marine béninoise, Christophe Setonji-Blequet, a fait savoir que la base ne dispose pas de station-service et est ravitaillée en fonction des besoins. L'ex-commandant soutient qu'il n'a jamais vendu du carburant de la réserve de son unité à des tierces. Le militaire gestionnaire de carburant dit avoir noté un changement total un chargement, autant pour moi, total de 28 tonnes de carburant. Selon les dispositions du marin gestionnaire, le montant total des ventes pourrait avoisiner 15 à 16 millions de francs CFA. Pour l'heure, le dossier est renvoyé au 14 août prochain. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau de Cotonou, a tenu hier jeudi 18 juillet 2024 une conférence sur le thème « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Le conférencier du jour, le père Raymond Bernard Goudjor, directeur fondateur de l'IAJP, a évoqué à cet effet le cas de l'Alliance des États du Sahel, AES. Suivons ensemble et s'exprime au micro de Anna Edo. L'AES détruit certains de ses enfants pour pouvoir grandir. Il crée la haine à l'intérieur. C'est tout simple. Je me pose des questions là-dessus. À partir du moment où vous sacrifiez certains de vos enfants contre leur gré parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, vous sapez vos projets à la base. Ce n'est pas moi qui suis en train de souhaiter. C'est les faits que j'observe. Et on écoute. Il faut écouter. C'est pas RFI qui raconte, mais rencontrer certaines personnes qui ne parlent pas chez eux. J'ai été au Burkina récemment. Tout le monde parle le même langage. Mais à tête, nous les intellectuels, on se tait et on regarde pour ne pas aller au front de force. Point. Ils n'ont pas de contribution à apporter. Donc, autrement dit, la pensée même des pochistes est en train de s'essouffler parce qu'ils refusent de s'ouvrir à ce que pensent d'autres personnes natifs qui disent qu'ils veulent oser penser, ne pas penser comme eux. S'ils peuvent réussir, gloire à Dieu. Mais je doute fort qu'à cette course-là,
ils puissent réussir. Parce qu'ils se créent des ennemis intérieurs. Ils n'ont pas besoin de venir dire que les soldats sont au Bénin. Les propres ennemis sont déjà à l'intérieur. C'est-à-dire quand le ver est dans le fruit, il faut voir les choses tout simplement. Il faut observer et voir. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont entrepris, c'est bon. Pour l'instant, ils ont dit, nous allons détruire. Brusquement, ils trouvent qu'il y a des gens à l'intérieur qui sont ennemis du peuple. Des gens qui ne pensent pas comme eux sont ennemis du peuple. Alors que votre but, vous êtes mobilisés après le putsch pour aller détruire les djihadistes. Mais comme ça patine, il faut trouver des ennemis intérieurs. Et puisque ça patine encore, il faut aller trouver aussi des ennemis voisins. Ainsi, le peuple chaque fois est bercé d'illusions jusqu'à quel moment? L'organisation non gouvernementale, groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED, a fait le bilan du plaidoyer budgétaire des 2 dernières années pour le respect de l'engagement financier du Bénin dans le cadre de l'achat des produits contraceptifs. C'est au cours d'un point de presse animé dans la matinée de ce vendredi à Abomey-Calavi. Des détails avec Seton Delarios Adjagbeno. À un peu plus d'un mois de la fin du projet de plaidoyer pour l'augmentation des ressources gouvernementales à l'achat des produits contraceptifs au Bénin, l'ONG GRAFED peut se réjouir, car les signaux sont au vert. Notre objectif, c'est d'aboutir à 302 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs en 2023. Mais il faut noter qu'en 2023, le Bénin a pu allouer 400 millions à l'achat des produits contraceptifs. Et en 2024, le budget a prévu 500 millions pour l'achat des produits contraceptifs. Alors que l'engagement financier pris par le Bénin en 2021 stipule que d'ici 2026, nous allons atteindre 403 millions pour l'achat des produits contraceptifs sur la base des 250 millions alloués en 2019. Grâce à l'appui de son partenaire Reproductive Health Sprites Coalition, GRAFED a, au travers de plusieurs actions, contribué au respect de cet engagement budgétaire du gouvernement béninois dans le cadre du partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale. On a d'abord mis en place une coalition de défenseurs locaux, c'est-à-dire une équipe qui doit conduire le plaidoyer. Et cette équipe a été formée en matière de plaidoyer SMART de PAI. Nous avons tenu des rencontres de plaidoyer à l'endroit du ministère des Finances, donc à l'endroit de la Direction générale du budget. Nous avons rencontré aussi la directrice de la planification de l'administration et des finances du ministère de la Santé. Et nous avons impliqué les journalistes dans ce plaidoyer. Donc il y a eu beaucoup d'articles de plaidoyer qui ont été produits. Les résultats probants ne doivent pas affaiblir les efforts des parties prenantes de la planification familiale au Bénin. Les OSC, comme GRAFED, doivent continuer à assurer la veille. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024, un remorqueur avec à son bord un équipage de 9 membres a échoué à la plage Fidroussais de Cotonou. Informé, l'unité spéciale de police fluviale et maritime USPFM a dépêché des éléments sur les lieux. Une opération spéciale est organisée pour procéder au transvasement des près de 200 000 litres de gasoil que transportait le navire dans les camions citernes. Quentin Amonsou est allé faire le constat. Voici son récit. C'est ici, sur cette plage de Fidroussais, que le bateau immatriculé SPSL Udeme a échoué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin suite à une panne mécanique. En provenance du Nigeria, le navire transportait du gasoil estimé à plus de 240 000 litres, lequel carburant a été saisi par les autorités béninoises. À des dizaines de mètres de l'épave, l'odeur du gasoil est toujours perceptible. 10 jours plus tard, pour assurer la sécurité de la population environnante, l'accès au site est interdit. Notre priorité actuelle est d'éviter toute forme de pollution des eaux et de la plage, car ce navire transporte du gasoil. Des opérations de pompage de la cargaison sont en cours depuis dimanche
mobilisant de nombreuses administrations publiques et des structures privées. À ce jour, un peu moins de 100 tonnes de gasoil ont déjà été soutirées et les opérations continuent jusqu'à l'élimination de tout risque de pollution. Ce lundi 8 juillet, plusieurs personnes ont été mises sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. On retient qu'après le passage devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, 18 personnes ont été déposées en prison en attendant leur procès prévu pour le 14 août prochain. Parmi les prévenus figurent les 14 membres de l'équipage du navire SPSL Udeme, 2 officiers de la Marine nationale, un commissaire de police et un contrebandier sont également dans le lot. Autre information dans cette édition, suite à une bagarre impliquant un homme, les éléments de la police ont procédé ce jeudi à la saisie d'un important lot de médicaments contrefaits exposés au marché Arito dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique. L'intervention a permis de découvrir des médicaments illicitement exposés dans le marché. La propriétaire présumée des produits contrefaits a pris la fuite, abandonnant sur place sa domestique âgée de 16 ans. Selon la direction générale de la police républicaine, 6 sacs de faux médicaments totalisant un poids de 176 kg ont été saisis au total. Dans un autre registre, le paludisme, quand il est mal traité, peut s'aggraver et le gène peut affecter le cerveau avec des conséquences irréversibles. Claudine Lawson Daiso, la directrice exécutive de l'ONG Chrysalide et marraine de la 3e nuit du paludisme, évoque les conséquences et la prise en charge de cette pathologie au micro de Carles Kitome et Mouhidine Lawani. Lorsque le paludisme, le neuropaludisme laisse des dommages permanents et que le cerveau est atteint, cela cause beaucoup de dommages au niveau du fonctionnement. Nous avons parmi ces jeunes, des jeunes qui malheureusement, des enfants, qui ne peuvent pas parler, qui ont des difficultés au niveau cognitif, qui ont des difficultés au niveau de la motricité. Donc, leur scolarisation devient difficile. Et quand ces enfants et ces jeunes viennent à la chrysalide, notre premier objectif, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible et surtout épanouis. Parce que dans notre société, les enfants et les jeunes qui ont une déficience intellectuelle sont souvent les enfants de l'arrière-cour, quand ces enfants ont échappé à la mortalité, c'est-à-dire à l'infanticide. Alors quand ils peuvent venir, quand les parents sont aguerris et arrivent à chercher des solutions pour ces enfants, à la chrysalide, nous faisons plusieurs types d'apprentissages, mais surtout les apprentissages de la vie quotidienne. Si un enfant qui n'a pas de difficulté apprend de manière automatique, lorsqu'il y a une déficience intellectuelle, même respirer, manger, s'habiller devient un grand défi et ils ont besoin d'apprentissage pour cela. Et puis on parle religion à présent, définie comme la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur et qui dépend dépend sa destinée ou l'attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Peut-on changer de religion par amour? Quelques citoyens béninois ont répondu à cette question au micro de Francis Farami. Suivez plutôt. Je ne peux pas changer ma religion par l'amour. Des malais. Et nous devons que nous vimito qu'on a fond nous. Nous devons que nous dormons. Fond nous si tout ou alors iton. Zinza iton fond nous si tout. Do mais les timbre nada malais nous. Et quand da malais nous. Et nous si ou inise iton et nous venons malais de là-bas nous que qu'on da fond nous. Sunu pa che yonu e gbe de yonu ka pa che sunu din. Do file wa so to ko bo nu akwara kende wo yonu le ilo ka fi to le ya kan blanya
de noa igbe ne ko ko to me pa ko ne do fún mi tẹ tó mẹ yé tẹ no da malẹ no yé tẹ no gbé ya parce que mais bien do pole. Quand on parle un peu de la religion, c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'y a pas de différence de c'est le même Dieu, quel que soit chrétien, animisme ou fétichisme ou musulman, c'est le même Dieu qu'on adore. Mais la manière dont on adore ça diffère. Donc si par amour elle-même, elle peut me suivre. Ni a misa de yo bon mo yo no do musulman me mo yo no do obligé pour be a misa ti do o je pe ki yo pe ti yo ye me ye bi ye bi ko le gbe lo ji e abenu ne o e no musulman yi ti ya do ji kuna kindo ko mi to force ma ku ti da mi o e gbe ti yo ibo nu ko da fonu bo o fonu ko si pe mo ta ibo a e no u je si yo mi na kendo ko gbe ni le mo mi amo to na e le bi o wan yin we mais le ti yo zi alors pour monter en kinu e le bi o wan yin we ni ado wan nu mais on je we mo me re suru yin wan nu yo aran anabio male. La page internationale de ce vendredi 19 juillet 2024 est condensée des informations au Niger, en Algérie, à l'Union européenne et aux États-Unis. Une compilation informative de Nansirine Fatoumbi. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a validé ce 17 juillet 2024 le versement immédiat de 110 millions de dollars à destination du Niger dans le cadre de plusieurs programmes d'aide en cours avec le pays du Sahel, un peu moins d'un an après le coup d'État qui a renversé le président sortant Mohamed Bazoum. Renforcer la stabilité macroéconomique du Niger d'une part et financer la transition écologique de l'autre part. Voilà pour les ambitions de cette enveloppe de 110 millions de dollars. Il est à rappeler qu'en 2023, la croissance nigérienne a ainsi péniblement dépassé les 2%. Ces derniers mois, pourtant, la situation avait évolué concernant le Niger. En février, la CEDEAO a levé une grande partie de ses sanctions et la Banque mondiale finance de nouveau certains projets dans le pays. En Algérie, les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 ont déposé ce jeudi 18 juillet 2024 leur dossier avec les formulaires de signature soutenant leur candidature. Parmi les candidats, le président sortant Abdelmadjid Tebboune qui se représente pour un second mandat de 5 ans. Après la réception des dossiers de candidature, l'autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des dossiers dans un délai de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La Cour constitutionnelle doit annoncer la liste finale des candidats le 27 juillet 2024. Les eurodéputés réunis à Strasbourg ont accordé ce jeudi 18 juillet un second mandat de 5 ans à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui avait décroché en juin le feu vert des 27. Devant le Parlement européen réuni à Strasbourg, la figure allemande a tenté dans un discours d'une heure de répondre aux attentes parfois contradictoires des divers groupes politiques. En toile de fond, la continuité des principales institutions de l'Union européenne. Après le feu vert des 27, fin juin, Ursula von der Leyen a obtenu 401 voix favorables à Strasbourg, bien au-delà du seuil de 361 des 717 eurodéputés nécessaires pour décrocher un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'exécutif européen. Sa réélection a d'ailleurs été saluée par le Premier ministre polonais Donald Tusk. Aux États-Unis, le sénateur James David Vance est officiellement le nouveau colistier du candidat républicain à la présidence Donald Trump. En acceptant officiellement sa nomination, James David Vance devient l'un des plus jeunes candidats au poste de vice-président des États-Unis à 39 ans. Devant la convention républicaine, le sénateur de Ohio raconte son histoire se décrivant comme l'incarnation du rêve américain. Désormais colistier de Donald Trump, James David Vance promet de défendre la classe ouvrière américaine, en particulier dans son état clé de la Rust Belt, désindustrialisé dont il est issu et qui fait partie des États où se joue l'élection présidentielle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle soirée en compagnie de Ozae TV.